Bonjour à tous, vous avez vu ces images qui datent de 1979. On voulait commencer ce numéro du MAG avec ces propos tenus par Haroun Tazieff, le grand vulcanologue, qui nous alertait déjà il y a 43 ans sur les dangers de l'activité humaine, sur le réchauffement climatique qui nous guettait. Vous avez vu les doutes d'ailleurs en face de lui du commandant Cousteau, comme si depuis 43 ans on se posait les mêmes questions, les mêmes angoisses et que les choses ne changeaient pas, ou au contraire, elles changeaient avec ce réchauffement climatique. Alors, on ne va pas tirer des plans sur la comète, mais aujourd'hui, vous avez vu le temps qu'il fait, et dans les jours qui viennent, ces périodes de canicule là que nous vivons, elles vont se multiplier, c'est sûr, elles vont devenir plus fréquentes, plus récurrentes, et c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, les défis écologiques de l'environnement de travail face à ces dangers, face à ce réchauffement climatique. C'est vraiment un sujet, un thème qui s'est imposé à nous face à la réalité que nous vivons. Et nos métiers vont participer, on l'espère, à lutter contre ce réchauffement climatique. On va essayer en tout cas de répondre ensemble à pas mal d'interrogations sur ce thème dans ce numéro, avec le sommaire suivant. Vous allez découvrir ce sommaire avec Mario qui va nous éclairer dans quelques instants en partageant avec nous les derniers chiffres du dernier rapport alarmiste du GIEC. Mario qui fera aussi un point sur la réglementation et les actions mises en place en France. Je vous donnerai ensuite dans mon édito des chiffres, là aussi très intéressants sur ce que représente l'empreinte carbone du travail et donc des environnements de travail. Ensuite, dans notre table ronde, nos invités, Latifa Akou, la présidente de l'ARCEG, qui sera là aussi d'ailleurs au titre de DET d'Ipsen, Manon Chabot, Wassim Nemer, qui sont étudiants et qui représentent l'avenir des DET, et puis Sony Gervais, directrice marketing pro chez Brita, justement répondront à ces problématiques et à ces questions des défis écologiques de l'environnement de travail. Dans le repéré pour vous, je ferai et je partagerai avec vous une petite sélection d'ouvrages très intéressants sur les gestes et usages écologiques dans le cadre du travail. Et puis, on terminera en beauté avec Clémentine et Chloé de la com de l'ARCEG pour l'actu de l'association. Mais alors, pour débuter, on voulait déjà vous poser une petite question sondage. Vous avez l'onglet sondage sur le côté et vous allez pouvoir répondre à notre première question, car nous voudrions savoir si, selon vous, votre entreprise en fait assez pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, vous avez deux choix simples, hein, oui ou non. Vous allez dans l'onglet sondage sur le côté et vous répondez donc à cette première question. Est-ce que, d'après vous, votre entreprise en fait assez pour lutter contre le réchauffement climatique? On verra et on lira, on découvrira les tendances tout à l'heure ensemble. Mais pour le moment et pour commencer donc ce MAG, 8e du nom, Mario va nous éclairer. Bonjour mon cher Mario. Bonjour Miguel, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Juste avant de te donner la main et la parole, je voudrais quand même remercier toutes celles et tous ceux qui sont là, hein, tous les membres, tous les adhérents, tous les bénévoles de l'ARCEG qui sont avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Merci donc de participer activement hein, à ce webinaire dans la partie chat et bien sûr dans la partie sondage pour répondre aux questions qu'on va vous poser tout au long de ce numéro. Mario, je le disais, tu vas revenir donc sur le dernier rapport du GIEC qui date d'avril 2022, un rapport alarmiste, encore une fois. Hein. On a l'impression que la sonnette d'alarme tirée il y a 43 ans, elle est toujours la même et que ça revient régulièrement. Avec Mario, donc des leçons hein, qu'on doit, en tout cas j'espère, retenir de ce rapport. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de leçons à tirer des rapports du GIEC. Je dis des rapports parce qu'en fait, en 2022, on a eu deux rapports de cette même, ce même panel d'experts. Donc, le message central, c'est que la situation est grave, voire très grave, mais qu'on peut toujours agir si on fait les choses bien et rapidement. Je m'explique. Déjà, le premier point, c'est que dès 2030, la planète pourrait se réchauffer de 1,5 degré, soit 10 ans avant que prévu.
C'est très grave car ça met en danger plus de la moitié de l'humanité. Dit autrement d'ailleurs, ça veut dire que plus de 3 milliards de personnes pourraient subir régulièrement des crises comme des famines ou des catastrophes naturelles. Donc en effet, très alarmant. Et pour changer la donne, le GIEC nous donne moins de 10 ans pour pouvoir faire quelque chose pour voilà, renverser cette situation assez grave. Donc le temps ne joue pas, certainement pas à notre faveur. Donc quelles sont ces solutions qui sont proposées par le GIEC? Soyons très clairs, il faut absolument changer nos modes de vie, en fait, de consommation et de production, surtout dans des pays développés comme la France. Comment? Par la mise en place d'une économie circulaire déjà, mais qui soit aussi faible en émissions carbone. Très bien. Alors, Mario, justement, qu'est-ce qui est fait en France? Quelles sont les actions qui sont menées, ou en tout cas déjà les lois, les éléments importants pour participer à cette lutte contre le réchauffement climatique? Alors, il faut déjà dire que la France bouge, et bouge depuis plusieurs années. Bon, à voir si c'est suffisant, mais en tout cas, la loi a beaucoup évolué depuis plusieurs années. Déjà, en termes de l'énergie, de la performance énergétique, les bâtiments doivent faire des diagnostics de performance énergétique depuis 2006. Le but étant d'évaluer les niveaux de consommation et d'émissions de gaz d'effet de serre des bâtiments. Par contre, c'est vrai que là, on voit les niveaux de consommation, mais on parle un peu moins dans le cadre des DPE de comment les optimiser. Par contre, c'est plutôt à partir de 2018, avec l'apparition de la loi Elan, qu'on fixe clairement des objectifs pour réduire les consommations des bâtiments, de l'ordre de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Et pour appliquer cette loi dans le cadre du tertiaire, le décret tertiaire est apparu en 2019. Cependant, il faut dire que dans le cadre du décret tertiaire, on ne parle pas de tous les bâtiments tertiaires, puisque là, on va parler de manière beaucoup plus spécifique des sites avec plus de 1000 mètres carrés. Donc, ça veut dire que pour les grands sites, le décret tertiaire donne 3 options pour atteindre les objectifs fixés par la loi Elan. Premièrement, mettre en place des équipements plus performants dans les bâtiments, mais également installer des dispositifs de contrôle et de gestion d'actifs, et également modifier le comportement et les habitudes des occupants des bâtiments. Et tout ça, en parallèle, à partir du 30 septembre de cette année, les sites tertiaires qui doivent en fait faire tout ça dans le cadre du décret tertiaire doivent déclarer aussi leur consommation sur Opera, qui est la plateforme numérique de l'ADEME. Et en échange, ils recevront une attestation annuelle des consommations qu'ils ont avec une notation pour qualifier de manière quantifiée la réduction des consommations dans leurs bâtiments. Et finalement, il faut dire aussi, au-delà du décret tertiaire, que pour les bâtiments neufs, il y a aussi la RE 2020 qui sera applicable au bureau à partir de juillet, donc le mois prochain. Et son but, c'est de réduire l'impact climatique des nouvelles constructions, bien sûr, mais également de consolider la tendance vers des bâtiments à performance environnementale très élevée, et également de garantir une meilleure adaptation des sites face aux extrêmes climatiques, puisque on voit aujourd'hui qu'on est en période de canicule, mais également, et malheureusement, on peut prévoir aussi dans certaines parties de la France, voilà, en Europe et hors l'Europe, des situations d'inondation, par exemple. Mais voilà, donc l'adaptation aux extrêmes climatiques est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, tout ça, c'est dans le cadre de la performance énergétique. Si on parle de l'économie circulaire, on voit depuis 2016 le décret 5 flux. Donc, ça veut dire que les entreprises avec des effectifs supérieurs à 20 salariés, donc ça veut dire une bonne partie quand même des entreprises du secteur privé français, doivent collecter séparément pas mal de déchets, notamment le papier, le métal, le plastique, le verre et le bois. Et il y a également, à partir de 2016, l'obligation pour les grandes entreprises de faire un reporting extra-financier. Et en 2020, on voit aussi arriver la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui fixe pas mal d'objectifs dans un cadre global pour l'ensemble de l'économie française, mais qui ont bien sûr un impact sur les bâtiments tertiaires. On voit par exemple que cette année, en 2022, il sera obligatoire d'avoir des fontaines à eau dans les établissements recevant du public, et qu'également, à partir de 2023, il sera interdit d'avoir de la vaisselle jetable pour les repas servis sur place. En 2025, il faut réduire le gaspillage alimentaire par 50% dans la restauration collective. 2030, 5% de réduction de déchets issus des activités économiques. Et pour 2040, on mettra fin à l'usage
dans le marché des emballages en plastique à usage unique. Et tout ça dans le but, bien sûr, de réduire les déchets et aussi d'arriver vers une économie beaucoup plus circulaire. J'en profite pour dire que l'ARCEC dispose sur son site internet de quelque chose qu'on appelle les fiches l'essentiel sûr. Ce sont des fiches pratiques qui traitent plusieurs sujets liés aux environnements de travail. Notamment dans ce cadre, on a une fiche dédiée à la performance énergétique dans les bâtiments tertiaires et également l'économie circulaire dans les bâtiments tertiaires. Donc on a 2 fiches qui traitent ces sujets, qui parlent non seulement de la réglementation, mais également des bonnes pratiques et des méthodologies pour mettre en place ces pratiques si importantes pour nos vies à niveau individuel et collectif dans vos bâtiments tertiaires. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour en savoir plus. Merci beaucoup, Mario. Effectivement, vous allez sur le site que vous connaissez, arcec.so.fr, pour retrouver ces fiches. Mario, je te propose, après ces éclaircissements très intéressants, très globaux sur la situation dans laquelle nous sommes, de voir un peu en détail quelques chiffres intéressants justement sur le poids et l'empreinte carbone que laisse le travail. C'est le sujet de mon édito, tout de suite. Tout à fait. Effectivement, on a pas mal de questions qui nous concernent, Mario, vous tous qui nous regardez, sur les métiers de l'environnement de travail. Comment doivent ou vont devoir s'adapter au réchauffement climatique et aux pénuries d'énergie tous nos métiers? Au-delà des normes actuelles qu'on a évoquées à l'instant avec Mario, les entreprises en font-elles assez? Faut-il anticiper de profonds changements de l'environnement de travail dictés par ces impératifs écologiques? Quelles actions peuvent être anticipées, d'ailleurs, dès maintenant par les DET? Ça fait beaucoup de questions, car la réalité, c'est que rien que le bâtiment tertiaire représente 15% de la consommation nationale d'énergie. 15%, vous imaginez, c'est énorme. 18% des émissions de gaz à effet de serre par le bâtiment tertiaire. Les entreprises doivent donc activer leur stratégie bas carbone, c'est évident. Pour rappel, le calcul de l'empreinte carbone d'un individu ou d'une entreprise consiste à additionner les émissions de CO2 des activités à l'origine de l'émission de gaz à effet de serre. Tiens, notez au passage quelque chose qui peut être inquiétant, mais des climatologues de la NASA ont mis au point un modèle qui montre que les variations de taux de CO2 dans l'atmosphère au cours d'une année n'ont jamais été autant présentes depuis 4 millions d'années, dans toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que depuis que l'humain est sur Terre, on n'a jamais eu autant de CO2 dans l'atmosphère. Si vous voulez en savoir plus, c'est vraiment une petite parenthèse, et si ça vous intéresse, allez voir, il y a toutes les infos et un dossier très intéressant sur ce point sur le site futura-science.com. En attendant, on va parler d'une autre étude que vous voyez à l'image, là, des chiffres intéressants qui ont été collectés par Green IT et WWF, qui ont donc calculé le point de l'empreinte carbone d'un salarié en faisant la moyenne de 8 entreprises françaises, qui sont parmi les moins polluantes d'ailleurs, à savoir la Compagnie nationale du Rhône, Engie, Informatique CDC, le groupe La Poste, Pôle emploi, RTE, Solocal et la SNCF. Au total, l'empreinte carbone, vous le voyez, d'un salarié de 1,4 tonne de CO2 par an. 360 kg de CO2 par an uniquement pour les déplacements en voiture. 240 kg pour sa consommation d'eau sur son lieu de travail. 400 kg de CO2 par an pour ses déchets électroniques. Tiens, le poste le plus émetteur en termes de CO2 chez le salarié, c'est sa consommation d'énergie. Par exemple, on estime que pour remplir ses tâches sur un ordinateur, un employé consomme environ 3500 kWh en une année. C'est l'équivalent de 80 ampoules de 25 watts allumées 8 heures par jour pendant 220 jours. Voilà, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Alors, pour diminuer l'empreinte carbone, Mario l'a dit il y a quelques instants, il évoquait les lois, les décrets, les engagements des entreprises à travers la norme ISO 26000, la certification HQE pour les bâtiments, mais au-delà, l'environnement de travail et la promotion des comportements éco-responsables ont un rôle fondamental à jouer. On le sait, en facilitant les mobilités douces, en déployant des solutions de nettoyage écologique, de recyclage, en visant le zéro déchet, en réduisant la consommation d'énergie à travers des gestes simples, en favorisant l'utilisation, par exemple, de matériel reconditionné ou partagé, de machines moins gourmandes en énergie, en encourageant des gestes mais au quotidien qui sont les gestes les plus simples et pourtant
qui doivent devenir des réflexes. Éteindre son ordinateur en partant, avoir recours à un Internet câblé plutôt que le Wi-Fi qui est extrêmement gourmand en énergie. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, de gestes à tous avoir. Réduire, alors on est en plein dedans là, mais réduire les visioconférences, par exemple, pour favoriser l'audio qui est beaucoup moins consommateur en énergie. Bref, bon, il y a des gestes, des engagements de chacun et de l'entreprise que nous allons évoquer tout de suite avec nos invités dans notre table ronde. Mario, peut-être tu voulais réagir à ce que je viens de dire et d'exposer? Non, juste pour dire que ces chiffres ne me choquent pas en effet, parce que voilà, c'est alarmant bien sûr, mais ça ne me choque pas dans la mesure où ça fait plusieurs années qu'on sait que les bâtiments tertiaires, les bureaux sont très énergivores et consomment pas mal de ressources et qui émettent pas mal d'émissions CO2. Donc voilà. On est d'accord. Je te propose, tiens, qu'on regarde ensemble, on jette un coup d'œil aux résultats de notre première question sondage, qui était, je vous le rappelle, selon vous, votre entreprise en fait-elle assez pour lutter contre le réchauffement climatique? On va découvrir la tendance ensemble. Oui à 62%, non 38%. Bon, une tendance sur le oui, plutôt rassurante, on va dire. En tout cas pour celles et ceux qui auront répondu à notre première question au sondage. Merci Mario. Reste avec nous pour assister et pour écouter attentivement la table ronde qui va suivre tout de suite. Merci pour ton travail. Je vous rappelle qu'on retrouve tous les travaux de Mario sur le site internet de l'ARCEG. Merci Mario. Merci Miguel. La table ronde donc maintenant avec nos 4 invités juste après ce jingle. Les défis écologiques de l'environnement de travail. Donc, avec nos invités qui nous rejoignent ici sur scène dans ce webinaire en direct. Bonjour à tous les 4. Bonjour à Latifa Akou, la présidente de l'ARCEG, qui était là aussi, je le disais, au titre de DET d'Ipsen. Bonjour Latifa. Bonjour Miguel, bonjour à tous. Ravi de participer à ce MAG et je salue tous les adhérents. Bonjour à Sony Gervais, deuxième invitée et intervenante, qui est directrice marketing professional, côté pro, pour les pros, chez Brita France. Bonjour Sony. Bonjour Miguel, bonjour à tous. Je suis également ravie d'être là et de pouvoir échanger sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Brita. Et puis l'avenir ou le présent déjà, ceux qui vont prendre la relève, qui sont étudiants en master à l'université Gustave Eiffel, mais qui sont déjà les DET d'aujourd'hui et de demain, Manon Chabot et Wassim Nemer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. On tenait absolument à avoir la nouvelle génération avec nous, car vous incarnez, vous représentez l'avenir et donc une grosse responsabilité de ce qui va se passer dans les années à venir. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on pose une deuxième question au sondage avant de vous donner la parole. Une deuxième question au sondage à laquelle vous pouvez répondre donc dans notre onglet sur le côté. Qu'est-ce que votre entreprise fait pour lutter contre le réchauffement climatique? Là, c'est une question à choix multiples. Donc, est-ce que la réponse est la réponse A, réduire les consommations d'énergie du bâtiment, mettre en place une vraie gestion des déchets, favoriser les mobilités douces ou privilégier l'économie circulaire? Voilà, 4 propositions. Vous pouvez répondre aux 4 d'ailleurs, hein, si vous considérez que votre entreprise applique ces 4 préconisations au quotidien. Je pourrais d'ailleurs poser la question et avoir la réponse en direct tout de suite à Latifa. Latifa, chez Ipsen, est-ce qu'on applique ces 4 engagements pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors, Latifa. Micro, c'est toujours mieux. Les 4. Alors, peut-être pas au même rythme, les 4, parce qu'il y a de l'investissement pour le premier cas, réduire les consommations d'énergie du bâtiment. Pour réduire certaines consommations, il faut investir, donc ça prend un peu plus de temps. Mais si je parle d'Ipsen, oui, on coche les 4 cases, hein, et c'est un travail qui peut pas être mené que sur un niveau, mais sur les 4.
Latifa, on va parler de l'ARCEG et des engagements aussi de l'ARCEG pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça tombe bien parce qu'il y a peu, il y a eu un communiqué de presse qui réunissait l'ARCEG et d'autres associations justement pour témoigner de ces engagements pour lutter contre ce réchauffement climatique. Absolument. Donc, c'est un communiqué que nous avons diffusé en mai dernier en collaboration avec d'autres associations sœurs qui sont le CIPEMI, donc qui est la Fédération du Facility Management, le CNA et l'ADRA, qui sont deux grandes associations des acheteurs. Et nous nous sommes engagés tous ensemble à inciter nos adhérents à justement à réduire, à trouver les moyens auprès de leurs adhérents de réduire justement leur empreinte carbone. Donc, au travers d'un certain nombre, soit de comme aujourd'hui, de webinars, de conférences, ce qu'on appelle des échanges de bonnes pratiques, mais aussi de créer, pourquoi pas, et nous le ferons à Cannes lors des trophées, de créer aussi un prix sur la réduction de l'énergie. Quel est le, on va dire, l'innovation ou l'idée la plus innovante pour réduire son taux de CO2. Mais aussi, comme vous le savez, nous avons des indicateurs à l'ARCEG au travers des BUSY ratios. Nous mettrons aussi en lumière les économies d'énergie et les gains. Et bien évidemment, nous mettrons en évidence toute initiative qui va dans le sens de la réduction d'énergie. Très bien, merci Latifa. À propos d'engagement et d'action menées directement et très concrètement en entreprise, Sony Gervais qui est avec nous, vous, chez Brita, bien évidemment, il y a quelque chose qui vous concerne au premier chef, c'est les consommations de plastique et justement, vous vouliez partager, Sony, avec nous des chiffres très parlants d'une étude que vous avez menée. Oui, merci Miguel. Oui, donc chez Brita, nous sommes donc en lutte contre le plastique à usage unique et chaque année, on édite un livre blanc avec des bonnes pratiques donc pour réduire la consommation plastique à usage unique au travail. Et donc voilà, donc là vous avez un extrait en fait à l'écran. Je vous ai mis donc à gauche en fait les chiffres mondes. Il faut savoir qu'il y a 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées chaque année dans les océans et 50% de ces 8 millions de tonnes en fait ont été produits donc sur les 10 dernières années. Donc il y a une vraie accélération en fait de la production du plastique à usage unique. La France est un mauvais élève. On est donc le 6e producteur de plastique à usage unique et le seul, en fait, en tout cas le plus gros producteur parmi les pays développés. Alors qu'en France, l'eau du robinet est archi contrôlée. Hein, c'est vraiment la denrée alimentaire la plus contrôlée, elle est de très bonne qualité. Donc voilà, chaque année, chaque jour, en fait, 25 millions de bouteilles en plastique à usage unique sont jetées. Et effectivement, comme le disait Mario tout à l'heure, ça donne une empreinte carbone, donc par exemple pour les collaborateurs de 240 kg de CO2 au bureau rien que pour l'eau. Alors qu'il y a des solutions simples, comme Mario le disait, donc avec la loi AGEC, par exemple, une fontaine réseau vous permet, donc une fontaine raccordée au réseau, vous permet de réduire votre empreinte carbone de 86%, voire 91% si vous avez une électricité verte, par rapport à une bouteille en plastique à usage unique. Je vous ai mis à droite les chiffres sur les jeunes générations qui sont qui sont nés en fait avec dans un monde un peu plus on va dire concerné par cette protection de l'environnement. Et on voit en fait sur ces chiffres qu'à 46% en fait des millénials sont engagés. En fait, ils cherchent une entreprise qui a du sens et qui peut qui peut leur permettre d'évoluer dans un environnement de travail respectueux de l'environnement. Vous savez quoi, Sony, on va leur poser la question directement. Voilà. Puisqu'ils sont avec nous, le lien et la liaison est toute trouvée. Manon, est-ce que, comme le dit Sony à l'instant, ça fait partie des critères
de choix pour un jeune DET qui veut entrer dans une nouvelle entreprise? Je pense qu'effectivement, c'est devenu, un critère, très important, pour la jeune génération, surtout dans nos métiers. Maintenant, je pense que ça reste assez, limité, en tout cas, dans le sens où on voit que l'État joue un rôle important dans l'engagement des entreprises. Hem, il y a une partie des entreprises qui «subissent» entre guillemets, les différentes, réglementations mises en place, plutôt que les anticiper. On a une petite partie des entreprises qui, elles, pour le coup, peut se permettre d'anticiper les évolutions, voire devenir de réels précurseurs. Mais en général, ce sont des entreprises qui sont des entreprises en bonne santé, financière. Donc on rejoint, hem, l'importance en fait économique qui est, l'enjeu, de l'entreprise de base. Hem, si on zoome un peu, l'activité de l'entreprise, en fait, a un fort impact sur la prise en compte de l'environnement dans le fonctionnement général. Si on prend une entreprise, par exemple, de cosmétiques, les clients, de ce type d'entreprise vont être, sensibles aux valeurs environnementales qui sont défendues par cette entreprise. Par exemple, ça passe par les tests sur les animaux, la composition du produit ou même du packaging. Alors qu'une entreprise qui commercialise, des protections balistiques à destination des forces armées, pour le coup, aura une population de clients qui sont moins sensibles à ces enjeux-là, pardon. Donc au final, tout est question de stratégie de l'entreprise et même pour les fonctions, support. Pour développer, un environnement de travail, respectueux de l'environnement, on a besoin de l'appui de la direction, donc qui se fait à travers une stratégie définie et donc pour gérer l'environnement, enfin l'impact environnemental, finalement, on voit, qu'il y a beaucoup d'innovations, de produits, de services, qui voient le jour et c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'il faut pas qu'on oublie, surtout nous, dans les services de l'environnement de travail, que, l'humain, ça reste le premier outil, si je puis dire, pour justement, améliorer et faire évoluer l'impact, qu'on a sur l'environnement de travail et ça passe par des sensibilisations, heu et aussi par, le retour aux salariés, qu'on fait de nos actions, heu, dans les services généraux ou services de l'environnement de travail et hem et ça, le retour aux salariés, ça reste vraiment très important parce que ça leur permet de voir, l'amélioration des chiffres, par exemple liés au tri, si on est sur la partie gestion des déchets, l'amélioration, des chiffres face aux objectifs et donc tout ce suivi, ça demande, aux équipes de l'environnement de travail des ressources, humaines, ou de logiciels. Mais pour les salariés, il faut que ça reste, je pense, pour que ça fonctionne, ludique, pour qu'ils comprennent en fait que toutes leurs actions peuvent avoir justement un bel impact et c'est ce qui parfois manque un peu, c'est le sens en fait qu'on donne à nos actions et ça se traduit aussi par, les sensibilisations, les chiffres qu'on voit qui parfois nous paraissent, beaucoup plus énormes que ce qu'on pensait. Hem, pour finir rapidement sur ma vision, je pense que le réel enjeu de l'entreprise et donc de l'environnement de travail parce que ça c'est une part importante dans notre périmètre, cette partie environnement, c'est d'arriver à créer une culture, en fait, d'entreprise liée à l'environnement. On a des entreprises qui portent une importance particulière à la culture de la sécurité, par exemple. Je pense qu'il faut arriver à développer cette culture, liée, à l'environnement, à la baisse, des consommations carbone et pour ça, il faut qu'on arrive à travailler main dans la main avec les autres services parce qu'on sait très bien qu'on est un service, qui fonctionne avec, de nombreux autres services et on a vraiment un rôle, important, à y jouer. Voilà.
Très bien, merci Manon. J'ai vu que Latifa a pris des notes, Sony aussi vont réagir dans un instant. J'en doute pas une seule seconde. Je voudrais juste donner la parole avant à Wassim pour voir s'il est en phase, s'il est en accord avec ce qui a été dit et les propos très intéressants de Manon à l'instant, Wassim. Oui, oui, tout à fait, je suis totalement en phase. J'ai noté, moi, plusieurs points que j'observe. C'est que le premier driver, c'est effectivement l'État qui va émettre une ligne directrice et qui va, par la contrainte, par la réglementation, fixer des objectifs et amener les entreprises à être vertueuses. Deuxièmement, c'est que les entreprises qui vont le mieux répondre à ces questions, c'est les entreprises qui l'ont intégré dans leur stratégie, donc qui l'ont intégré dans leur vision, qui est portée par la direction, par leur culture d'entreprise. Et il y a aussi un parallèle à faire avec leur marché et leur population cible. Troisième point, c'est que effectivement la maîtrise des externalités, des critères ESG est devenue très important. L'immobilier tertiaire est apparu avec la crise du Covid comme un levier qui peut être porteur de sens pour les critères ESG et un levier de réduction de charges, de coûts d'exploitation et donc de productivité. La DET, pour moi, elle apparaît, enfin la direction de l'environnement de travail, elle porte du sens dans l'image de marque, dans la communication, dans la sensibilisation. Elle est en première ligne avec les utilisateurs, donc comme disait Manon, elle est vecteur elle peut créer cette culture d'entreprise favorable à l'environnement. Cependant, j'ai des points de vigilance, c'est que le phénomène, il reste encore pour moi assez francilien et grand groupe. Et c'est vrai que les populations, les nouvelles générations, on est sensibilisés à ça. Avec le Covid, il y a eu une crise du sens du travail, donc on cherche du sens. Mais il y a un parallèle à faire avec aussi une crise économique et pour les entreprises qui vont peut-être préférer une rentabilité court terme, une vision plus court-termiste que long-termiste, et des populations aussi travailleurs, des populations qui vont aussi préférer l'économie, ce qu'il y a dans leur portefeuille plutôt que l'environnement. Voilà. C'est intéressant ce qu'ils ont dit. Ils sont bons, Latifa, tes élèves. Et c'est intéressant ce qu'ils ont dit. Formidable. La culture de l'entreprise, très importante, et l'humain au cœur de tout ça. Il y a des éléments très intéressants de réflexion de Manon et de Wassim, qui ont d'ailleurs été soulignés par celles et ceux qui assistent, qui regardent ce webinaire. Il y a Karine Frémaux qui dit bravo à ses étudiants. Ça promet pour le futur. Bravo Manon, dit Patrice. Voilà, c'est à la fois encourageant et rassurant, Latifa. C'est tout ce qui a été dit par Manon et par Wassim, c'est vrai. Et en même temps, bon, je vais rajouter. Alors, le mot qui revient, et ça a été même prononcé par Sony tout à l'heure, c'est le sens. C'est donner du sens à son travail, c'est donner déjà du sens à sa vie. Et je crois la quête de sens, tout le monde la ressent depuis le retour au bureau, depuis ces 2 ans de pandémie, c'est donner du sens à tout ce qu'on fait dans notre vie et particulièrement dans l'entreprise. La question que tu as posée, Miguel, tout à l'heure, c'est à Manon, c'est est-ce que c'est un élément important pour les jeunes générations? Oui, et on le voit dans les recrutements. Et moi, je l'ai vu il y a 3 ans quand je suis arrivée chez Ipsen et que j'ai mis en place un certain nombre de pratiques comme le tri sélectif, la suppression des bouteilles en plastique, enfin des choses très basiques. J'ai eu des jeunes gens qui m'ont dit mais pourquoi on l'a pas fait avant, et heureusement qu'on le fait. Enfin voilà, il y avait vraiment un enthousiasme et c'était vraiment les jeunes gens qui étaient très préoccupés par tout ce qui était lié à l'environnement et souhaitaient non seulement faire des remarques, mais surtout agir et participer en demandant de pouvoir participer à leur échelle en tant que citoyens du monde, mais citoyens aussi de leur propre entreprise. Donc ça, c'est vraiment le point important. Ensuite, oui, c'est lié à 2 choses. C'est lié à la culture de l'entreprise et à la stratégie. C'est clair et net que le là est donné
par le président, et je dis bien le président. Et à titre d'exemple, nous, chez Ipsen, c'est David Lowe, le CEO, président groupe chez Ipsen, qui a donné, il y a un an, a demandé à ce que la politique sur la protection de l'environnement soit mise en place, que ce soit au travers de la réduction de l'empreinte carbone au niveau des bâtiments, mais aussi sur notre production dans nos sites, nos usines où on fabrique les médicaments, mais aussi sur la partie flotte automobile, puisque nous sommes en train de travailler et nous avons quasiment terminé sur un nouveau catalogue où nous avons des voitures hybrides et électriques. Et puis aussi, tout ce qui est déchets, si on peut atteindre le déchet zéro, ce qui est toujours compliqué quand on est dans une industrie, mais c'est aussi tendre vers ça. Et le message de notre président, c'est de dire clairement, je souhaiterais laisser une planète correcte à mes enfants et mes petits-enfants. Donc, je souhaite, en tant que chef d'entreprise, que ma société contribue à son échelle dans l'environnement. Donc ça, c'est la stratégie, l'orientation du président. Ensuite, nous avons les contraintes, et merci Mario de les avoir rappelées, parce que nous avons le décret tertiaire, on le sait très très bien, on a tout ce qui a été évoqué et sur lequel nous devons nous plier. C'est une chose, ça demande des investissements, et Wassim et Manon le soulignaient, quand on a un problème d'argent, c'est compliqué, et donc on ne va pas changer toute son installation électrique, ou on va mettre des LED qui demandent un retour sur investissement sur 3 ans ou plus. En revanche, comme on dit, pour les petites entreprises, et je pense que les petites entreprises et surtout les TPE qui se lancent et qui veulent attirer des jeunes gens, c'est important de faire des petites actions pour réussir. On n'est pas obligé de révolutionner toute une installation électrique pour être respectueux de l'environnement. On peut faire des petites choses, comme on dit, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et ça peut se faire dans des entreprises modestes. De toute façon, je pense que on est tous citoyens du monde, même si on sait qu'aujourd'hui, et je lisais ce matin un article dans Les Échos au travers d'une étude qui a été réalisée par Ipsos en février-mars dernier. Et donc, et on voyait très très bien que l'attitude des citoyens est ambivalente, parce qu'on voit qu'à 74% des citoyens du monde et 65% en France sont prêts à changer leur attitude, mais quand on leur dit c'est quoi votre priorité, il y en a plus que 48 qui mettent en priorité l'environnement. Donc voilà, on comprend qu'il y a aussi ce paradoxe, et mais en tout cas l'entreprise, elle a 2 choses, c'est la stratégie qu'il faut mettre en place et avoir la santé financière pour le faire. Et puis aussi, nous avons la contrainte de tout ce qui est en train d'être mis en place par les différents gouvernements. Merci Latifa. On va saluer Patrice qui sur le chat nous dit « Il faut faire savoir les actions menées, communiquer sur les résultats. Ça a du sens pour embarquer tous les salariés dans cette lutte si importante pour l'avenir. » Vous embarquez, Sony, chez vous, j'imagine, tous les salariés. On a parfois l'image d'ailleurs que vous avez une multinationale énorme, mais en France, vous êtes combien? Vous êtes 60, non? Oui, en fait, on est un grand groupe international présent dans plus de 70 pays, mais en France, on est 80. D'accord. On était 60 il y a 5 ans et maintenant on est 80. Donc on a la chance en fait d'avoir les 2 visions. La vision du grand groupe avec de gros moyens, notamment d'un point de vue développement durable. On a mis en place notre propre usine de recyclage en 1992. Donc il y a 30 ans exactement, donc bien avant que ce soit à la mode. Et parallèlement à ça, en France, on est 80, donc on est une PME. Et on a besoin effectivement de toute cette énergie de la direction, toute la communication aussi, pour pouvoir en fait nous embarquer tout le monde, tous les collaborateurs, dans une démarche plus durable.
Et comme le disait Patrice sur le chat, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir en fait communiquer les KPIs, en fait, pas forcément des choses compliquées, hein. Je vous montrerai quelques chiffres après, mais voilà, il faut parler, il faut avoir un développement durable simple, atteignable, et donc avec quelques chiffres clés qui sont suivis, qui sont donc objectivés. Et qui sont partagés régulièrement avec l'ensemble des collaborateurs. Et comme ça, on embarque en fait tout le monde. Et puis Et après, justement, comme le ouais, disait Manon, il y a l'aspect ludique aussi. oui. C'est-à-dire que le développement durable, ça peut parfois être perçu comme une contrainte. J'ai l'État, j'ai le gouvernement qui me demande de faire des choses. Oui, mais ça peut être aussi voilà, des petits gestes, comme le disait Latifa, hein. Il y a pas de petits gestes si on est 7 millions à les faire. Et on peut voilà, avoir des petits challenges en interne, des petits concours de consommation. On peut aussi accompagner des associations. Par exemple, il y avait Run for the Planet donc dimanche dernier. Donc, c'est aussi l'occasion de faire des team building, d'aller courir pour une association pour la protection des océans. Ça peut aussi être l'occasion voilà, de rassembler tous les collaborateurs dans une démarche très énergique de team building. Sony, vous vouliez partager aussi avec nous les résultats d'une étude GFK qui est assez parlante, parfois un peu inquiétante quand même, mais on ne peut pas l'ignorer, hein. Et on va la partager, montrer en tout cas, on a synthétisé avec Clémentine, avec qui on a préparé ce mag, mais cette étude qui a été menée quand même sur 174 millions de foyers en Europe, elle laisse entrevoir quelques petites inquiétudes quand même par rapport aux engagements de chacun. Oui, il est indéniable qu'on est en train de traverser une période un peu chahutée, hein. Après 2 ans de pandémie, la guerre en Ukraine inquiète. On a aussi un contexte inflationniste. Donc c'est vrai qu'il est important de suivre les tendances des consommateurs. Ce que montre cette étude, c'est que globalement, le développement durable, les enjeux environnementaux sont toujours au cœur de la préoccupation des Européens. Donc 30% des Européens se disent préoccupés par les enjeux environnementaux. Mais ce que montre aussi cette étude, c'est que c'est 6 points de moins que l'an dernier et qu'on voit la montée en fait de la préoccupation de la situation économique. Et là, ça c'est devenu la première place, c'est la première préoccupation, c'est l'économie. Voilà, c'est la crise hein, économique qui voilà est encore plus marquée sur l'Europe de l'Est, mais qui est aussi bien marquée en Europe de l'Ouest. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, c'est qu'ils ont après au sein de la protection de l'environnement, ils ont interrogé en fait donc les Européens pour savoir quels étaient on va dire les sujets les plus importants. Et la réduction des déchets est numéro 1 avec voilà 40% des interrogés en fait qui la plaçaient en numéro 1. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est simple. En fait, c'est simple de communiquer sur la réduction des déchets. Ça parle à tout le monde. L'empreinte carbone va arriver en fait après. Et ce que disait l'étude, c'est qu'elle est peu claire en fait. Tous les Européens ne comprennent pas forcément Ouais, ce qu'est l'empreinte carbone. c'est Là, on compliqué. arrive à aller dans le flou. Et la responsabilité sociétale était donc se placer en dernière parce que là, pour le coup, il y avait un côté assez opaque et voire un petit peu de défiance aussi. Les consommateurs, et c'est encore plus vrai chez les Français, ne font pas toujours confiance aux marques. Mais ce qui Donc est, ce qui est intéressant, Sony, pour rebondir sur ce que vous dites et les résultats de cette étude, c'est que le résultat du sondage en live là, que nous avons lancé, la question que nous avons posée, qu'est-ce que votre entreprise fait actuellement pour lutter contre le réchauffement climatique, vont dans ce sens. Ce qui est à 34%, donc le chiffre le plus important, c'est la mise en place de vraie gestion des déchets. Voilà ce qui est fait en premier chef. Ensuite, réduction des consommations d'énergie des bâtiments. Incitation et accompagnement pour les mobilités douces et en dernier, recours privilégié à l'économie circulaire. Ça rejoint ce qu'on voit à travers les résultats de cette étude, hein. Oui, tout à fait. Et là, si on revient à la France, 83% des Français demandent plus d'authenticité, plus de transparence dans la communication sur le développement durable. Donc on doit vraiment en fait, si on veut embarquer tout le monde, on doit vraiment être beaucoup plus simple, avec des preuves tangibles et ne pas s'embarquer dans des choses très, très compliquées, qui amènent question, en fait. Ouais. Voilà. Ça rebondit pas mal hein, sur le chat, c'est bien parce qu'effectivement, ça rejoint ce que vous êtes en train de dire. Il faut les deux, comme dit Latifa, là, les salariés et les ADG. C'est ce qu'on disait avant. Tout le monde
abondent en tout cas dans ce sens. Je vais poser une troisième question sondage à laquelle vous allez pouvoir répondre tous les quatre assez rapidement parce que le temps passe déjà très très vite. Qu'est-ce que votre entreprise devrait faire selon vous pour lutter contre le réchauffement climatique? On va à l'étape d'après maintenant, l'avenir. En priorité, vous avez la question et les propositions. Aller plus loin dans les économies d'énergie, aller plus loin, accompagner les comportements des collaborateurs, on l'a parlé, ça aussi c'est au cœur des préoccupations, et adapter les rythmes et lieux de travail. Latifa, peut-être des tendances ou des préférences par rapport aux propositions? Il y a de tout. Je pense que, en tout cas, ce qui peut inciter ce qu'on a fait sur Ibsen et qui peut illustrer ce que vient de dire Patrice, c'est aussi la participation. Chez Ibsen, on a indexé la participation des salariés sur l'intéressement. Ouais. Donc, que ce soit sur le tri sélectif, sur donc la réduction des déchets, mais la réduction énergétique, ce qui incite les salariés aussi à éteindre leur lumière quand ils quittent leur bureau, leur salle de réunion. C'est tout bête, mais c'est comme ça. C'est aussi de bien trier. C'est des choses extrêmement basiques, mais ils sont aussi remerciés et participent à la vie de l'entreprise au travers de leur intéressement. Manon, une réaction par rapport à ce sondage? Qu'est-ce que les entreprises devraient faire ou doivent faire à l'avenir pour lutter contre le réchauffement climatique? Je pense qu'en fait, toutes ces propositions sont valables et en fait, il y a des propositions qui vont tout simplement plus s'adapter à certaines entreprises qu'à d'autres. Si je prends mon entreprise, Arcus, on commercialise, on fabrique des véhicules tactiques légers pour l'armée. Adapter les rythmes et lieux de travail, c'est compliqué. On a des usines, on a des ateliers prototypes, beaucoup de déplacements pour faire des démos. Donc automatiquement, on va plus se pencher sur les économies d'énergie et les comportements des collaborateurs. Voilà, il faut avoir conscience que toutes les entreprises peuvent peut-être pas jouer sur tous les tableaux et qu'on part aussi avec une évolution en fait différente, dans le sens où certaines entreprises sont plus proches de la ligne de départ que de la ligne d'arrivée sur leur mise en place de bons rituels. Et ça, il faut le prendre en compte. L'important, c'est pas d'être au top, c'est de s'améliorer tout simplement. Merci Manon. Wassim, pour corroborer ce qui vient d'être dit. Oui, effectivement, après, moi, je distingue des actions opérationnelles et des actions vraiment de fond. Là, on a une tendance mondiale où les salariés veulent plus de liberté, entre guillemets, et je dirais que vraiment, la tendance de fond, c'est de vraiment mieux discuter avec ses salariés, mieux les impliquer dans notre stratégie d'entreprise. C'est vraiment le dialogue entre la direction, les salariés, les actionnaires, enfin l'écosystème, quoi. Mieux échanger entre les écosystèmes. J'ai l'impression que ça va être un peu la conclusion qu'on va pouvoir faire parce que le temps passe très vite et que je suis un peu le gardien du temps. Un travail tous ensemble, si j'ai bien compris, de la tête de l'entreprise jusqu'à toute personne qui y travaille, les environnements de travail, tout le monde doit contribuer ensemble à lutter contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup. Je suis obligé déjà de vous remercier. C'est passé très vite. On aurait pu encore en parler pendant une demi-heure. Merci Manon, merci Wassim, merci Sony, merci Latifa. Bon séminaire. Et merci d'avoir participé. C'était un plaisir de vous avoir avec nous en tout cas. On va passer en revue les actualités de l'ARCEC dans quelques instants et on va aussi, je vais vous proposer, tiens, à vous quatre qui avez participé à ce webinaire, à vous qui le regardez, quelques éléments intéressants, des ouvrages intéressants. Juste avant, je vérifie juste la parité totale sur notre dernier sondage. Les 3 propositions arrivent à égalité sur ce que l'entreprise devrait faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, les engagements doivent être multiples et transversaux. Merci à tous les 4 et tout de suite, donc des ouvrages, des conseils d'ouvrages à lire pour vous, dans le repérer pour vous. Merci. Merci beaucoup.
Donc, des ouvrages que je vais vous conseiller, que j'ai sélectionnés pour vous, il y en a 3. 3 ouvrages donc à découvrir. Le premier s'intitule « L'entreprise contributive pour concilier monde des affaires et limites planétaires ». C'est un livre de Fabrice Bonifay, Cédril Puffa Ardishvili. C'est un manifeste engagé, des pistes concrètes et des exemples actuels et inspirants pour redéfinir donc une politique de contribution globale positive des entreprises à la société. L'entreprise contributive, donc, a pour l'ambition d'être un révélateur d'évidence pour agir. C'est le premier ouvrage qui donne les clés de la réinvention de l'entreprise afin qu'elle contribue au monde d'après. L'un des auteurs, Fabrice Bonifay, est responsable du développement durable chez Bouygues. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans ce sujet. Il est président du Collège des directeurs de développement durable. Il entraîne les entrepreneurs, les professionnels de la RSE vers la réinvention donc de l'entreprise dans toutes ses strates, le management, la finance, la compta, l'innovation, les environnements de travail, le marketing. Tout le monde est concerné. C'est disponible en version numérique à 14 €, 18,90 € en version papier, qui vient juste, la version brochée, comme on dit, dans les milieux autorisés, vient juste de sortir. Deuxième ouvrage que je vous conseille, Climat, crise, le plan de transformation de l'économie française, qui a été écrit à plusieurs mains par un collectif qui s'appelle le Shift Project. C'est un groupe de réflexion sur la transition énergétique qui présente pour chaque secteur des leviers de transformation. Alors l'objectif, c'est bien sûr de modifier un peu notre vision globale de la société et son organisation. La question qui est posée dans cet ouvrage, c'est que faut-il faire pour mettre l'économie française en cohérence avec une baisse des émissions planétaires de 5% par an, compatible donc avec les engagements climatiques, tout en permettant à chacun de trouver un emploi. Parce qu'il y a aussi la finalité humaine au milieu de tout ça. C'est un plan de marche qui vise à la décarbonation effective des activités. Climat, crise, donc, par le Shift Project, c'est sorti en janvier, 12 € aux éditions Odile Jacob. Troisième et dernier ouvrage, Sans geste. Alors là, c'est vraiment pour chacun, pour réduire notre empreinte carbone au travail, chez soi, sur le territoire. Comment ça marche ce bilan carbone, cette empreinte carbone? On en a parlé, c'est un peu encore nébuleux pour beaucoup. C'est un livre de Lan Han Vu Hong, 19,50 € aux éditions FIP. C'est un livre dans lequel l'auteur donc nous explique de manière simple les actions concrètes réalisables par tous pour réduire son empreinte carbone. C'est un véritable guide, c'est très très bien fait, je vous le conseille vivement. Et tiens, dans le prolongement de ce livre, il y a aussi une appli que je vous conseille qui s'appelle Carbo. Tout simplement, vous le voyez, Carbo, c'est le petit logo en bas là, et un site qui s'appelle hellocarbo.com. C'est une plateforme et une appli citoyenne gratuite pour les particuliers et sur abonnement pour les entreprises. Il y a déjà 250 entreprises clientes pour cette plateforme qui vous fait payer un abonnement en fonction de la taille d'ailleurs, c'est plutôt bien fait, et qui vous aide donc à calculer et à réduire votre empreinte carbone. C'est une jeune start-up qui a lancé cette appli et ce site il y a 2 ans et qui compte donc déjà, je le disais, 250 entreprises clientes. C'est très bien fait, allez voir. hellocarbo.com, voilà, c'était le conseil. Pour se repérer pour vous, j'ai essayé de faire vite car il nous reste 2 minutes pour accueillir celles qui vont nous présenter l'actualité de l'ARCEG. Tout de suite. Bonsoir Clémentine et Chloé, bonsoir mesdames et bienvenue. Bonsoir Miguel, bonsoir à tous. Ça va les Bravo, filles? Non, vraiment, on a appris plein de choses. Tant mieux. Et vous allez nous apprendre aussi des choses toutes les deux parce qu'il y a pas mal d'actualités sympas du côté de l'ARCEG et on va commencer par un after work, Clémentine. Tout à fait. Et Miguel, est-ce que tu connais Quiberon sur scène? Alors, Quiberon tout court, oui, mais alors sur scène, pas du tout. C'est quoi? Cela n'existe pas, on en est arrivé, c'est l'ARCEG qui l'a créé. On ne recule devant rien pour vous offrir des moments de convivialité et de networking. Donc, nous vous donnons rendez-vous le 28 juin à 18h30, donc à Asnières-sur-Seine, Ouais. avec au menu évidemment des huîtres en provenance de Quiberon, mais aussi des cocktails, des choses délicieuses à grignoter et surtout du networking avec votre réseau en terrasse, sous les arbres ou sur le pont. Il ne nous reste que quelques places, alors inscrivez-vous vite ou écrivez-nous à communication@arceg.asso.fr. D'ailleurs, sans dévoiler de scoop,
je crois que Miguel et Latifa, vous serez présents à l'afterwork. Donc, si de l'autre côté de l'écran, vous avez envie de rencontrer Miguel et Latifa, ainsi que d'autres membres du comité directeur de l'ARSEG, et d'échanger avec eux, c'est le moment. Et ça se passera à la mer à boire, hein. C'est le nom de la péniche, on le voit sur l'écran. J'ai oublié, oui, magnifique nom, très bien nommé, la mer à boire. À Asnières-sur-Seine. Exactement. Il y a un autre événement que je crois tout le monde attend. Exactement, c'est l'événement phare de la profession. Je pense que vous aurez deviné qu'il s'agit des trophées ARSEG de l'environnement de travail qui font leur grand retour en coproduction avec notre partenaire Wii U. Cette 16e édition se déroulera le jeudi 24 novembre à Cannes, au Palais des Festivals, en clôture du salon Workplace Meetings. Cette édition sera placée sous le signe de la nouveauté, avec 2 nouvelles catégories, un nouveau jury d'exception. Sans peut-être trop dévoiler, on peut annoncer que notre présidente Latifa aura l'honneur de présider ce magnifique jury. Et autre scoop, on peut le dire peut-être, un nouvel animateur qui n'est autre que... On se demande, voilà, qui est Miguel, qui sera le nouveau maître de cérémonie. En smoking. Exactement, c'était obligé. Cette soirée qui réunit près de 900 personnes est destinée à célébrer les meilleurs talents de l'environnement de travail, mais aussi pour vous inspirer, trouver de nouvelles idées, de nouveaux concepts portés par les meilleurs professionnels, DET et experts. Au programme, montée des marches, cérémonie de remise des prix, mais aussi soirée de gala et de networking avec vue sur la Croisette dans les magnifiques salons de l'ambassadeur. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure et de présenter votre candidature, guettez nos emailings. La campagne débute début juillet. Mais tout de suite, place à la météo de nos événements en région avec Chloé. Alors, bonjour à tous et bienvenue à la météo des événements en région de l'ARSEG. Nous allons commencer avec la délégation Grand Est. Nous prévoyons un ARSEG apéro autour des évolutions post-Covid de l'environnement de travail chez Steelcase, suivi d'échanges autour d'un barbecue en terrasse. Rendez-vous le mardi 28 juin à partir de 17h dans les locaux de Steelcase à Schittinghem. Passons maintenant à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme chaque année, la délégation vous invite à sa traditionnelle soirée pétanque grenouille le 23 juin à partir de 18h au restaurant La Rive Gauche à Lyon. Enfin, nous terminons avec la région Sud-Ouest. La délégation vous propose 2 afterworks organisés simultanément le 29 juin. Si vous êtes proche de Toulouse, rendez-vous au Canaille Club à 19h. Mais si vous êtes situé autour de Bordeaux, rendez-vous au rooftop du Radisson Club à 19h pour la soirée de l'été de la délégation Sud-Ouest. Pour plus d'informations sur les événements de nos délégations, rendez-vous sur l'agenda de l'ARSEG qui est régulièrement mis à jour. Et pensez à suivre les comptes LinkedIn de chaque délégation afin d'avoir les informations en temps réel. Très bien, merci beaucoup Chloé et Clémentine. Voilà, on voit toutes l'adresse de communication pour s'adresser à vous. Merci mesdames, merci à vous tous d'avoir suivi ce numéro 8 du MAG. Merci d'y avoir participé activement sur le chat, sur le sondage. On vous souhaite toutes et tous un bel été. On vous donne rendez-vous donc le 11 octobre pour le numéro 9 de ce MAG. Merci à tous, chers adhérents, chers bénévoles, chers membres de l'ARSEG. Nous vous souhaitons, avec Chloé, Clémentine, Latifa, toute l'équipe et toutes celles et ceux qui étaient là, un très bel été, plein de soleil, pas trop chaud, on l'espère. Merci en tout cas et à la prochaine. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.